Nous allons voir comment utiliser l'outil Analyse-SI pour pouvoir concevoir une base de données. Dans un premier temps, on lance l'outil Analyse-SI. Voilà, celui-ci démarre. Lorsque le logiciel est démarré, on constate qu'il possède plusieurs fonctionnalités. Une fonctionnalité dictionnaire qui va nous permettre de saisir un dictionnaire et d'autres fonctionnalités que l'on va voir une fois qu'on aura saisi le dictionnaire. Dans un premier temps, on va saisir le dictionnaire de données qui sont l'ensemble des informations que l'on aura récupérées, en particulier en analysant les documents. On clique sur dictionnaire. Ici, je clique sur nom et je vais commencer à saisir les informations du dictionnaire de données. Donc, on avait la désignation article. Donc, le nom qui est ici, c'est un nom pour la compréhension des utilisateurs. Lorsque je clique sur ID, on constate que le nom qu'on a saisi ici va être créé avec un underscore. Donc ce nom-là, c'est celui qui sera utilisé pour concevoir notre base de données. Dans type, ici, on va sélectionner varchar. Varchar, c'est un type de données qui correspond à de l'alphanumérique du texte. Pour la taille, on va saisir qu'on a défini dans le dictionnaire de données 60. Voilà. On passe à la deuxième ligne. Ici, on va saisir la quantité minimum. Voilà, donc on va avoir quantité mini et quantité minimum. Ça va être un entier, int, ici, auquel on va donner une taille de 5 positions. Ensuite, ici, on va saisir le numéro facture de vente. Le numéro, on va le définir comme int. On recherche int ou on peut taper i tout simplement. Et on devrait le trouver. On définit une taille de 5 positions. On saisit la date facture de vente. On clique dans la zone ID et on recherche date. Date qui apparaît ici. Pour la taille, on ne saisit rien. Ensuite, on va saisir le numéro facture achat. Voilà. Ici, on cherche int, puisque c'est un int, et on va lui définir une taille de 5. Ensuite, on va saisir les quantités vendues. Là, on va définir un int. On reste dans un premier temps, pour cette fois-ci, sur des types simples. int, 5 positions. Le prix de vente va prendre du double cette fois-ci, DO. DO, double, c'est un réel ou un décimal. Bon, on va prendre un double.
c'est un nombre réel, un nombre avec décimale. On va faire 6 positions, par exemple. Ça signifie qu'il y aura la taille de la valeur sera égale à 6 positions. On ne met pas le nombre de chiffres après la virgule à ce niveau-là. Ça ne va pas être accepté. On verra comment on réglera le problème ultérieurement. Ici, ensuite, je vais avoir le prix d'achat. Et prix d'achat, ça va être un double également. On va rechercher double, c'est un nombre décimal. Double, double, double. Il est ici. Et même chose, on va lui mettre 6 positions après la virgule. Ensuite, on avait l'information date, facture de vente. Bon, ça, c'est un champ qui sera un champ date. Donc, il n'y a pas de taille à préciser à ce niveau-là. Ensuite, on va préciser la catégorie de l'article. Et on va définir catégorie de l'article, ce sera un INT également, un varchar plutôt, parce que c'est du texte, hein, varchar sur 60 positions. Donc, pour les informations qu'il y avait dans la facture de vente et la facture d'achat, on a mis ce qu'il fallait. Ensuite, on va définir les informations concernant le client. Alors, nom du client. Voilà, nom du client. On va définir du varchar sur 60 positions, par exemple. Le prénom du client. Voilà. Donc, ça va être du varchar sur 60 positions. Ensuite, on va définir l'adresse du client. Donc, ça va être du varchar sur, par exemple, 80 positions. Ensuite, on va définir la ville du client. Ça va être du varchar sur 80, sur 60 positions. Ensuite, on va définir le code postal du client. Ça va être de l'INT par contre, hein, le code postal. INT, et là, effectivement, ça va être que sur 5 positions. On peut définir l'email du client. Voilà, qui va être du varchar. Et on va faire ça sur 60 positions. On fait la même chose pour le fournisseur, le nom du fournisseur. Qui va être de l'INT sur 60 positions par exemple. On va avoir le prénom du client qui va être du varchar sur 60 positions par exemple. Ensuite, non, c'est pas le prénom du client, c'est le
prénom du fournisseur ici. Hein. On peut corriger. Hein. Mal orthographié, fournisseur. Voilà. On va également définir l'adresse du fournisseur qui va être du varchar sur 80 positions. On va définir la ville du fournisseur qui va être du varchar sur 80 positions, on va mettre. Et enfin, les 3 dernières informations, code postal du fournisseur, voilà, qui va être du varchar sur... Ah non, c'est pas du varchar là, par contre, on avait dit que c'était de l'INT sur 5 positions. Alors, l'email, hein, l'email du fournisseur qui va être du varchar voilà, sur 80 positions. Alors peut-être on peut rajouter fournisseur, ici c'est une erreur d'orthographe, et peut-être qu'on peut rajouter les téléphones clients. Voilà, on va mettre, comme c'est pas une donnée que l'on ne fait pas de calcul avec, donc on va la définir comme varchar, puisqu'avec varchar on peut mélanger du texte avec des chiffres sur 15 positions. Et puis on va avoir le téléphone fournisseur, voilà, et ça va être du varchar sur 15 positions. Voilà. Là, il faut bien vérifier. Des fois, on peut avoir des petits bugs, quelque chose à ressaisir. Et là, on a le moyen de sauvegarder notre document dans un dossier. Ce document, on va l'appeler base de données gestion. Voilà. On enregistre. Voilà, le document a été sauvegardé. On a notre dictionnaire de données qui a été réalisé. Maintenant qu'on a notre dictionnaire de données, il va falloir regrouper ces informations dans ce qu'on appelle des entités. Alors pour ça, on va cliquer sur MCD. MCD, ça veut dire modèle conceptuel de données. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle conceptuel de données? Eh bien, ça va nous permettre de modéliser les données de notre système d'information en utilisant des entités qui, elles, vont servir à regrouper les informations du dictionnaire de données, du moins pour celles qui caractérisent chacune de ces entités, et on va utiliser ce qu'on appelle des relations. Alors comment on peut utiliser ce logiciel pour nous aider? Ici, à ce niveau-là, voilà, quand je vais dessus, on voit s'afficher une petite bulle, sans cliquer, qui s'appelle ajouter une entité. Quand je clique dessus,
on a ce bouton qui est enfoncé, ce qui veut dire qu'il est actif. Et je peux déplacer ma souris quelque part. Je clique une fois avec le bouton gauche et ça me crée une entité. Ensuite, pour pouvoir travailler, parce que si je clique encore quelque part, ça va me créer encore une entité. Voilà, je clique encore quelque part, ça me recrée une entité. Donc je ne peux pas travailler tant que je n'ai pas désactivé ce bouton. Pour ça, je peux venir sur la petite souris qui est ici. Je clique dessus, ça permet de désactiver le bouton qui est là. Et donc là, je peux cliquer sur mes entités. Alors je vais cliquer sur celle-là. Vous voyez, quand je clique dessus, il y a 4 petits points qui apparaissent aux extrémités. Et je vais pouvoir appuyer sur la touche Suppresse du clavier. Voulez-vous vraiment supprimer l'objet sélectionné? Je clique sur oui, ça va me la supprimer. Revenons à cette entité-là. Je vais cliquer dessus et je vais la glisser par exemple ici. Et parmi les informations du dictionnaire de données, on a des informations qui caractérisent l'entité article. Donc je double-clique sur cette entité. Ici, dans nom, je vais appeler cette entité article avec un S. Et je vais regarder quelles sont les informations qui caractérisent l'article. La désignation article, ça caractérise l'article. Donc ça veut dire que je vais l'ajouter à cette entité-là. Comment on fait ça? Je peux cliquer dessus pour sélectionner cette information et cliquer sur ce petit bouton, ou je peux tout simplement double-cliquer sur l'information, elle va venir ici. Ensuite, une autre information, est-ce qu'il y a une autre information qui caractérise l'article? La quantité minimum, ça caractérise l'article. Je double-clique dessus. Après, quand je suis dans cette fenêtre, je peux réfléchir et me dire que peut-être j'ai oublié des informations. Bah tiens, j'ai oublié de mettre la TVA, puisque la TVA, elle se rapporte à un article. Donc ici, je peux faire ça, sans retourner dans le dictionnaire de données, et je vais rajouter une autre information que je vais appeler TVA. Cette information TVA, alors une TVA, c'est un nombre réel, donc je peux choisir un double, et je mettrai une taille de 5. Alors pourquoi je ne mets pas la virgule ici? C'est parce que voilà, le logiciel, là il l'a accepté. Non, il l'a pas accepté, je n'ai pas la TVA. Vous voyez, donc elle n'est pas apparue. Si elle est apparue, cette TVA, bon, je mis la virgule, donc là apparemment il l'a accepté. On va aller voir dans le dictionnaire de données pour voir si ça a été pris en compte. Je clique sur TVA, hop, et je l'envoie ici. Je clique sur OK. J'ai bien l'entité article qui a été créée avec ses propriétés. Si je vais dans Dictionnaire, on voit bien que la TVA a été rajoutée. Mais du fait que j'ai mis une virgule tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les virgules, eh bien, il me met 0. Donc je vais corriger ici, je reviens ici sur 0 et je mets 5 tout simplement. On mettra la virgule quand on sera arrivé à un autre moment de la conception de la base de données, puisqu'on n'en a pas besoin dans le MCD de ces tailles. On valide et on peut revenir sur MCD. Alors, la problématique que j'ai ici, c'est qu'on doit se poser la question suivante. Pour chaque entité, il va falloir faire ça. Est-ce que dans les informations de l'article, il y en a une qui identifie de manière unique un article? Eh bien, si on regarde ici, la TVA, c'est une information qui peut être associée à plusieurs articles, puisqu'une TVA, par exemple, de 19,5, plusieurs articles différents peuvent l'avoir. Donc, ce n'est pas une information qui identifie de manière unique un article. Une quantité minimum,
également ne permet pas de pouvoir identifier de manière unique un article, puisque plusieurs articles différents pourront avoir la même quantité minimale. La désignation de l'article également n'identifie pas un article d'une manière unique, puisqu'on pourrait avoir plusieurs articles qui auraient peut-être la même désignation. Donc il va falloir ajouter une information qui va permettre d'identifier de manière unique un article. Donc je redouble-clique sur article, et à ce niveau-là, je vais ajouter par exemple l'information numéro, un espace, article. Et pour ce numéro, je vais choisir un INT. Bon, je vais donner des petites tailles, une taille de 5. J'ajoute. Lorsque cette information a été ajoutée, elle est là. Je la positionne dans l'entité article et je vais pouvoir remonter cette information tout en haut. Pourquoi? Parce que l'identifiant d'une entité doit être la première information qui apparaît. Je clique sur OK et vous constatez d'ailleurs ici au niveau de l'entité que cet identifiant va être souligné, permet de voir d'un coup d'œil que cette information-là est un identifiant. Donc, pour chaque entité, on va devoir faire ça. Alors, on y va, on va en créer une autre. Hop. Je clique sur Entité, je clique ici, je clique sur la petite flèche, je double-clique. Parmi les entités, on a également l'entité fournisseur. Entité fournisseur, quelles sont les informations? Le nom du fournisseur, le prénom du fournisseur, l'adresse du fournisseur, ah non, ça c'est pas l'email client, la ville du fournisseur et le téléphone du fournisseur. Je pense que... Alors non... Alors, il me semblait que j'avais inscrit l'email. Alors ça peut être un bug du logiciel. Si j'ai pas l'email du fournisseur, je peux le saisir à ce niveau-là, au cas où il a disparu. Ça peut arriver. Email du fournisseur. Var car et la taille. On va donner une taille de 80 pour l'email. Je l'ajoute. Voilà. Et cet email, hop, je vais pouvoir le positionner ici. Même chose, aucune de ces informations ne permet d'identifier un fournisseur de manière unique. Il va falloir que je rajoute un identifiant que je vais appeler numéro, un espace, fournisseur. Voilà. Et je vais donner de l'INT, on va lui donner une taille de 5. Et bien sûr, ce numéro fournisseur, hop, je vais pouvoir le remonter en haut et je clique sur OK. Voici ma deuxième entité. On peut aller sauvegarder également. Donc attention, le fichier existe, voulez-vous l'écraser? Ben oui. Voilà, donc ça me permet de sauvegarder ce qui a été fait. Alors je vais placer les choses plutôt comme ça. Voilà. On va se créer une autre entité. Hop. Je clique sur la petite flèche. L'entité client. Cette entité client, elle va posséder comme information le nom du client, le prénom du client, l'email du client, le téléphone du client, et donc pourtant, vous voyez, donc des fois on peut avoir ce petit bug. J'avais pourtant saisi l'adresse du client, donc je vais le refaire ici. Adresse client, c'est du var car, et je vais mettre une taille de 60. Alors, bien sûr, si vous l'information n'a pas disparu, c'est pas la peine de la rajouter. Donc adresse du client, le code postal du client, code
postal client. Donc là qui était de l'INT. 5, ajout, et enfin la ville client qui était du varchar sur 80 positions. Hop. Et bien sûr, il faut ajouter un identifiant numéro client qui va être un INT, une taille de 5 positions. Voilà. Je vais remonter cette information numéro client et voici une autre entité. On peut sauvegarder. Alors, normalement, il y a également une entité qui s'appelle catégorie. Donc, je vais encore recréer une autre entité. Ah, quand on s'est trompé, je vais cliquer là-dessus pour supprimer ce petit carré. Voilà. Alors, l'entité catégorie. Alors, catégorie article. Une catégorie article, c'est pas un identifiant, donc il va falloir un identifiant. Identifiant, donc qui va être de l'INT, hop, et je vais lui mettre une taille de 5. Cet identifiant, il est là, je vais le remonter. Voici ma catégorie. Allons voir le... Alors on sauvegarde. Allons voir ce qui se passe dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, numéro de facture. On voit dans le dictionnaire qu'on a pas mal d'informations. Alors, on a des informations. Voilà, la plupart des informations, elles ont été affectées, mais on a des choses qui n'ont pas été affectées. Alors, adresse client ici, qui semble apparaître 2 fois, pourtant que je ne retrouve pas ici, hein, quand je vais recréer l'entité, et je ne retrouve pas l'adresse du client. Donc, on voit quand même qu'il y a des petits bugs, hein, sur le logiciel, mais bon, l'essentiel c'est que ça nous permet d'avancer. Alors, on va supprimer ça. Hop. Voilà. Alors maintenant, l'objectif, c'est, si on regarde, alors je vais double-cliquer sur une entité. Si on regarde ce qui n'a pas été, alors le numéro de facture de vente, ça n'a pas été affecté. Oui, j'ai pas fait les factures de vente. Numéro facture d'achat, bah oui, j'ai pas fait les factures de vente, hein. Donc, on va aller se créer les factures des entités factures de vente et factures d'achat. Donc, je vais faire ça comme ça comme ça, et voilà. Alors, je crée une autre entité. Voilà. Que je vais appeler facture de vente. Alors, facture de vente, il va y avoir le numéro, la date de la facture de vente et le numéro de facture de vente. Alors, le numéro, c'est l'identifiant. Je le remonte. Je vais recréer une autre entité. Voilà. Ah, elle a été créée 2 fois. J'en supprime une. Qui va être la facture d'achat. Et dans la facture d'achat, j'aurai le numéro de facture d'achat, la date de facture d'achat.
Voilà. Hop. Et enfin, alors si je, alors je vais annuler. Hein. Voilà. Alors, si, bon, je vais double-cliquer par exemple sur cette entité, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste prix de vente, date facture vente. Alors, date facture vente, pourtant, je l'ai mise ici. Je pense que l'information a dû être doublée dans le dictionnaire de données. Hein. Si on va dans le dictionnaire de données, c'est simple, il suffit de voir que il y a des informations qui ont été doublées. Par exemple, ici, l'adresse du client, oui, elle a été associée à aucune entité. Bon, l'essentiel, c'est que ça ne nous gêne pas pour notre conception. Ici, donc si je double-clique ici, alors, ce qui va me manquer comme information, il y a le prix de vente pour moi, il y a la quantité vendue qui a disparu ici, donc je vais la repositionner, donc c'est de l'INT, hein. Sur 5 positions, je l'ajoute. Il y a le prix d'achat également, que je ne retrouve plus ici, qui était du double. On avait dit sur 5 positions, et la quantité achetée, qui était également, donc la quantité achetée, c'était de l'INT. Alors, bien sûr, peut-être que vous, ces informations n'ont pas disparu, donc sûrement il y a un petit bug dans le logiciel. Alors, je vais revenir sur le dictionnaire, et là, je peux voir voilà, qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été affectées, comme l'adresse du client, etc. Mais ça n'a pas d'importance, c'est un petit bug du produit. L'essentiel, c'est que nous, ça va nous permettre de bien expliquer les choses. Alors, si je double-clique sur facture vente, ici, les informations qui me restent à affecter, c'est le prix de vente. Alors, date de la facture vente, ça c'est déjà affecté, donc il y en a deux, donc ça c'est une information qu'on pourra aller supprimer. La quantité vendue, le prix d'achat et la quantité achetée. Alors, le prix de vente, c'est une information qui est afférente à la facture de vente et à l'article. Donc pour ça, il va falloir que je crée maintenant ce qu'on appelle des relations. Notre problème maintenant, ça va être de voir quelles sont les relations qu'il y a entre toutes ces entités. Alors moi, je les ai positionnées comme ça, hein. J'ai mis la facture de vente de ce côté, article ici, facture d'achat ici, fournisseur, je l'ai mis en dessous de facture d'achat, client, je l'ai mis en dessous de facture de vente, et catégorie, je l'ai placé là. Ça va être plus simple de placer des relations. Ou alors on peut faire ça après. Entre facture de vente et article, j'ai une relation, puisque dans une facture de vente, il y a des articles. Donc je peux, vous voyez, je peux cliquer ici, hop, et je sais que je vais définir une relation ici. Je clique sur la flèche, je vais l'appeler cette relation article vendu. Et dans cette relation, pour chaque article vendu, il y aura un prix de vente et il y aura une quantité vendue. Donc on peut déjà placer ces informations-là, ici. On va faire la relation entre facture de vente et article. Pour ça, je clique sur cette icône-là. Je clique sur facture de vente. Je glisse sans lâcher la souris jusqu'à article vendu. Je clique sur facture article vendu. Je glisse sans lâcher la souris jusqu'à article. Entre catégorie et article, il y a une relation, puisqu'un article fait partie d'une catégorie. Donc je peux cliquer ici,
je crée la relation, je clique sur la flèche pour aller la travailler, et je vais appeler ça, par exemple, un article appartient à une catégorie. Et je vais réaliser, comme tout à l'heure, la relation. Entre article et facture d'achat, il y a une relation. Donc, même chose, je clique sur la relation, association, je clique sur la petite flèche, je double-clique sur l'association, que je vais appeler article acheté, par exemple. Dans l'article acheté, il y a le prix d'achat de l'article et il y a la quantité achetée. À partir de là, je vais cliquer sur le petit lien là qui va me permettre de faire cette association. Attention, il faut cliquer sur la petite flèche si on veut désactiver. Ensuite, entre facture de vente et client, il y a une relation, puisqu'une facture de vente concerne un client. À partir de là, je clique sur l'association, hop, je clique sur la petite flèche, alors, je crois que j'en avais fait deux, donc je vais supprimer celle-là, et je double-clique sur l'association. On peut réfléchir, alors soit on peut mettre un verbe concerne par exemple, ou appartient, ou alors je pourrais mettre quelque chose du genre fact client par exemple. Je pourrais prendre une partie de cette entité, fact, et puis client, ou alors facture du client. Bon, on va faire en clair pour bien comprendre notre schéma. On va faire facture client. Je vais cliquer sur OK et je vais venir faire la relation. Et enfin, entre facture d'achat et fournisseur, il y a une relation que je pourrais appeler facture fournisseur. Je fais OK et je vais créer la relation ici. Voilà. Voilà, là, on a élaboré les relations entre les entités. Maintenant, on a des nombres un peu étranges là qui apparaissent ici, 0n, 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 0n. Maintenant, on va s'intéresser à ça. Alors ensuite, on va s'intéresser aux petites notations, là, 0n, 0n. Donc, question qu'on se pose ici, alors ces notations-là, ça s'appelle une contrainte, ça s'appelle des cardinalités, pardon. On appelle ça des cardinalités, les cardinalités de l'association. Qu'est-ce que signifient ces cardinalités? Ici, on a des articles vendus. Donc la question qu'on se pose la question suivante. Dans une facture de vente, on peut avoir au minimum un article vendu, donc là c'est 0 et pas bon, puisque dans une facture de vente, on peut trouver au minimum un article quand même. Ça veut dire que la facture de vente participe au minimum une fois à cette relation-là, ce que ça signifie. Et dans une facture de vente, on peut avoir plusieurs articles qui vont être vendus, donc n. Donc on voit ici que le 0 n'est pas approprié. Donc on va venir double-cliquer sur le 0n ici. On va plutôt essayer de... Voilà, bouton droit. On va faire modifier. Et là, on va sélectionner le 1n. Donc là, quand on lit, on se dit, tiens, une facture de vente participe au minimum une fois à la relation article vendu et au maximum n fois. Ce qui revient à dire que dans une facture de vente, il y aura au minimum un article et au maximum, il y aura n articles. Donc si on pense à ce qui se passe concrètement. Venons du côté article. Un article, lui, peut avoir été vendu au minimum
0 fois s'il n'y a jamais personne qui l'a acheté, ou au maximum plusieurs fois, hein, puisque pour un article, on pourra faire plusieurs ventes différentes. Donc, cette contrainte-là et cette cardinalité-là est appropriée. Donc, notre façon de le dire, hein, c'est qu'un article participe au minimum 0 fois à la relation article vendu et au maximum plusieurs fois. Voyons de ce côté-ci, maintenant, est-ce que les contraintes entre la relation, est-ce que les cardinalités entre l'entité catégorie et l'entité article sont appropriées? Voyons. Donc un article, lui, il appartient normalement à une et une seule catégorie, c'est-à-dire au minimum il appartient à une catégorie, au maximum à une seule. Donc cette cardinalité-là, elle n'est pas appropriée. Donc on fait bouton droit dessus, on clique dessus, on fait bouton. Alors il faut faire bouton droit peut-être plutôt ici sur l'association, modifier, et là on va choisir 1. Voilà. Plaçons-nous ici la catégorie. Une catégorie peut contenir 0 article, bon, ce qui ne devrait pas être vrai, hein, donc au minimum elle devrait en posséder 1, sauf si on a des catégories sans article, hein, ça peut être possible. Hein. Tout dépend de l'énoncé ou de ce que vous avez récupéré sur le terrain, parce que on peut vous dire, voilà, on a toutes les catégories possibles qui ont été répertoriées, mais on a, pour certaines catégories, on ne vend pas d'articles. Alors ça dépend de ce qui a été récupéré sur le terrain. Bon, nous, on va supposer que pour une catégorie, il y a au minimum un article qui lui est associé, et au maximum plusieurs. Donc ça veut dire que cette catégorie participe au minimum 0 fois à la relation appartient et au maximum n fois. Donc on clique sur la relation, bouton droit modifier et on va choisir un n. On continue. Ici, dans l'article acheté, une facture d'achat peut contenir au minimum un article et au maximum plusieurs. Ça veut dire que l'entité facture d'achat participe au minimum une fois à la relation et au maximum plusieurs fois. Bouton droit sur la relation et on choisit un N. Même chose ici, un article, il participe au minimum. Alors un article peut être acheté au minimum, alors ça dépend toujours de ce qu'on récupère sur le terrain comme information. Si, sur le terrain, on explique que tous les articles que l'on a répertoriés, ce seront des articles qui auront dû être achetés au minimum une fois, donc ça signifie que ici, la cardinalité minimum sera 1. Mais si, sur le terrain, on a récupéré l'information suivante, on nous dit, bon ben voilà, nous, on a la liste de tous les articles possibles, il y en a pour lesquels on n'a pas encore fait de facture d'achat, donc le 0 sera très bien. Donc ici, la cardinalité, nous on va supposer que pour un article, on l'a acheté au minimum une fois. Donc si on modifie, voilà, on aurait plutôt un N, à savoir donc qu'un article peut être acheté au minimum une fois ou au maximum plusieurs fois. Ça veut dire qu'un article participe au minimum une fois à la relation et au maximum plusieurs fois. De plus, ici, qu'est-ce que nous avons encore? Alors par contre, c'est ça. Donc ici, nous avons la relation entre facture de vente et client. Donc, une facture de vente n'appartient qu'à un et un seul client. Elle participe qu'une et une seule fois à la relation. On clique ici, bouton droit, modifier, on va choisir 1. Par contre, un client peut avoir, alors ça dépend toujours des informations qu'on a récupérées sur le terrain. Si on nous dit que on a une liste de tous les clients possibles qui ils ont acheté ou pas. Donc là, au minimum, un client pourrait avoir acheté 0 fois.
Par contre, si on nous dit qu'un client ne figurera dans la liste que s'il a acheté au moins une fois, donc la cardialité minimum sera 1. Donc un client peut avoir acheté au minimum une fois ou plusieurs fois. On va aller sur cette règle-là en ce qui nous concerne. Hop, 1N. Voilà. Et là, bah, écoutez, de ce côté-ci, ça va être exactement la même chose, hein. Une facture d'achat appartient au minimum à un fournisseur et un seul, et au maximum, un fournisseur. On suppose, hein, qu'on répertorie les fournisseurs qu'à partir de l'instant où on a effectué au moins un achat chez eux. Donc là, on aura un N. Alors, dans notre modèle conceptuel de données, il y a une chose qui est très très importante, vous voyez, c'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas figurer dans le modèle. On va mettre ici. On va faire ça ici par exemple. Voilà. Une chose très importante, hein, c'est-à-dire que un modèle de données, un MCD doit être normalisé. Normalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Première des règles, dans un modèle de données, on ne doit pas avoir d'informations calculées. Par exemple, dans l'étude de cas, on avait l'information montant. Mais montant, c'est une information calculée, hein. Donc, elle ne doit pas figurer dans ce modèle conceptuel de données. Pourquoi? Parce que c'est une information qui va pouvoir être extraite des informations qui existent ici. Donc ici, pas d'informations calculées. De plus, une autre chose importante, hein, c'est que chaque entité doit posséder un identifiant. Autre chose importante, chaque entité doit posséder un identifiant. Alors il y a d'autres règles de normalisation, on verra petit à petit, hein, mais déjà on peut d'ores et déjà retenir ces règles-là. Par exemple, montant, hein, montant ne doit pas apparaître. Alors il y a une autre règle également, hein, qu'on peut dire tout de suite. Il ne doit pas de redondance dans un MCD. Alors redondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, dans catégorie, j'ai écrit numéro catégorie. Ici, dans facture de vente, j'ai écrit numéro facture de vente. On peut pas, on aurait pu se dire, bon bah tiens, après tout, c'est même information, donc j'aurais pu écrire ici numéro, tout simplement, et puis numéro ici. Alors c'est vrai que même si ils auraient été écrits de manière identique, on sait très bien que ça aurait signifié des choses différentes, mais dans un modèle, même si numéro, ça signifie qu'on va identifier la catégorie de manière unique et la facture de vente de manière unique, on doit les écrire de manière différente. Donc ici, c'est pour ça que j'ai écrit numéro catégorie, numéro facture de vente, numéro client, etc. Donc dans un MCD, on ne doit pas avoir dans deux entités différentes, des associations d'ailleurs, hein, une rubrique, une information qui va s'écrire de la même manière. Donc pas de redondance, hein. On ne doit pas, on ne doit pas retrouver une information identique dans un MCD. Voilà déjà une chose
La première étape dans la conception d'une base de données, c'est le modèle conceptuel de données.